nous allons accueillir M. Michel Noussitou qui va nous parler de ce que font les autorités de santé pour contrôler ces eaux de baignade et où trouver les résultats de ces analyses. Voilà. Bien, bonjour. Donc je me présente, je suis Michel Noussitou, je suis responsable. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, je préfère. Bien, je suis responsable du service santé-environnement à l'Agence régionale de santé d'Aquitaine, dont en délégation territoriale dans les Pyrénées-Atlantiques. Et à ce titre, j'ai en charge l'organisation du contrôle sanitaire des eaux de baignade sur la côte basque. C'est ce dont je vais vous parler. Alors avant, peut-être, une introduction, santé-environnement. Bon, il y a aujourd'hui... on est d'accord, il y a un lien entre la santé et l'environnement et entre l'environnement et la santé. Il y a des interactions qui sont connues depuis... Excusez-moi. Qui sont connues depuis très longtemps et la santé publique s'y intéresse depuis au moins un siècle. Alors, elle ne s'intéresse pas à tout, c'est un champ qui est immense. Il y a des choses que l'on connaît bien. Il y a des choses qui sont encore des interrogations, et il y a sûrement des choses dont les questions ne sont même pas posées. Alors, c'est un champ aussi immense, mais qui a des moyens comptés, donc qui est en permanence en train de travailler et de redéfinir et définir des priorités. Alors, les eaux de baignade, paradoxalement, c'est peut-être pas ce qui a le plus d'impact en matière de santé dans l'usage des plages, la qualité des eaux de baignade, mais c'est une préoccupation qui est déjà ancienne. C'est quasiment une des premières directives européennes, 1976, donc qui a été traduite en France dans le Code de la santé publique et mise en place par les autorités de santé publique. Alors moi, dans mon exposé, je vais vous parler de 4 choses. Le principe de la gestion des eaux de baignade, parce qu'il a changé, lui, fondamentalement. Les obligations des personnes responsables des eaux de baignade, le contrôle sanitaire tel qu'il est exécuté et la qualité des eaux de baignade, c'est-à-dire l'état des lieux aujourd'hui. Avant de démarrer aussi, parce que ça va me servir dans mon exposé, je crains que dans les différents exposés que j'ai entendus, il y a eu des confusions entre beaucoup de notions. Donc je voudrais en recalculer quelques-unes, en resituer quelques-unes, notamment ce qu'on appelle les risques sanitaires. Le risque sanitaire, c'est un résultat. C'est un résultat de 2 choses. Un danger. On va prendre l'exemple de la chimie. Une molécule chimique, on sait qu'elle peut avoir un effet sur la santé, mais pour qu'il y ait un risque, il faut qu'il y ait une exposition. Alors avec les molécules chimiques, c'est relativement simple. C'est beaucoup plus compliqué avec l'état du milieu, l'eau, les éléments essentiels des milieux de vie, l'eau, l'air, les sols, l'alimentation, qui sont les 4 segments prioritaires de la santé publique depuis, je vous l'ai dit, plus d'un siècle. Alors, un danger, comment il se qualifie? Avec une molécule, c'est simple, c'est une concentration. Là, il y a des effets sur la santé, ça a été dit dans les exposés, sans seuil, avec seuil, on considère tout aujourd'hui. Ce qui va changer, c'est la probabilité de survenue de l'effet, l'exposition. L'exposition aussi, elle peut changer, elle peut être continue, elle peut être juste à un moment donné, elle peut se cumuler, elle peut être répétée. Tout ça, c'est des notions relativement complexes, et tout ça pour mesurer des effets sur la population. Quand je parle santé, moi je raisonne sur l'ensemble de la population, et là aussi on peut raisonner, segment de population, vie entière, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les publics fragilisés par des pathologies. Alors je démarre mon exposé parce que c'est important pour la suite, vous allez voir, pour situer ce qu'est une norme. Alors, le principe de gestion des eaux de baignade en France, c'est d'abord un principe de responsabilité. Et ça, c'est important. Pendant très longtemps, la mer, qui est un milieu naturel, c'est un milieu qui n'appartenait à personne, qui n'était pas géré. Bon,
je le dis entre guillemets, hein, mais en matière de baignade, on la prenait telle qu'elle était. Pendant pratiquement 25 ans, on a mesuré la qualité des eaux et personne n'en faisait rien, jusqu'à poser ce principe de gestion des eaux de baignade, donc qui en France a été introduit en 1999 par une directive du ministère de la Santé et qui a été institutionnalisée dans les directives européennes de 2006 que l'on connaît, qui est appliquée aujourd'hui en matière d'eau de baignade. Alors, sur le littoral, qui est responsable de la gestion? C'est les communes littorales, tant que les plages ne sont pas privatisées. Heureusement, en France, toutes les plages sont publiques, donc c'est la commune qui gère. Alors, quelles sont ces obligations? Alors, bon, je l'appelle l'exploitant, là, parce qu'on peut avoir des plages privées, notamment en eau douce. Donc, il y a une première obligation qui est ancienne déjà, qui est une obligation de sécurité, notamment de surveillance et d'organisation des secours. Et il y a de plus en plus, et de plus en plus, avec de plus en plus d'exigences, une obligation de salubrité, notamment pour s'assurer de la qualité des eaux de baignade. Bon, il y a un deuxième niveau de responsabilité qui est ce qu'on appelle la police administrative. Alors c'est quoi en droit la police administrative? C'est le pouvoir qu'a une autorité de restreindre des libertés fondamentales. Des libertés fondamentales, il y a la liberté d'entreprendre et il y a la liberté individuelle, notamment en matière de baignade. Tant que la baignade n'est pas interdite, elle est libre. Alors, ce pouvoir de police administrative, il appartient au maire en premier niveau. Ensuite, il y a un deuxième niveau, par substitution, au préfet quand le maire ne fait pas ce qu'il faut, ou quand la problématique concerne plusieurs communes. Bon, par exemple, au moment de l'échouage du Prestige, toutes les communes quasiment du littoral aquitain étaient touchées. Donc c'est chaque préfet de département, voire le préfet maritime, qui est compétent sur l'ensemble de la mer, qui a pris la main. Ensuite, il y a le contrôle sanitaire des eaux de baignade, donc, qui est mis en œuvre par les agences régionales de santé en France. L'agence régionale de santé, j'ai oublié de le dire, c'est un établissement public de l'État, donc indépendant, autonome, sur le plan financier et en matière de fonctionnement, même si cette indépendance est très relative puisqu'elle est entièrement financée par le ministère de la Santé. Alors, les obligations de la personne responsable des eaux de baignade, donc sur le littoral, la commune, le maire, c'est d'abord de réaliser un profil des eaux de baignade. Dans le profil des eaux de baignade, c'est quoi? Bon, pour ceux qui étaient là hier, c'est de la gestion de qualité. Donc on porte d'abord un diagnostic, on fait un état des lieux de tout ce qui peut polluer nos eaux de baignade, dont on inventorie tout, même ce qui ne devrait pas arriver. Là-dessus, on fait un diagnostic, c'est-à-dire on hiérarchise, on analyse les points critiques et on met en face un plan d'action. Un plan d'action qui a retenu deux grands volets. Un premier volet pour réduire les sources de pollution. Un deuxième volet, gérer la situation si la pollution devait survenir, ou gérer les pollutions résiduelles, parce qu'on a fait le choix d'accepter des pollutions résiduelles. Alors sur ces profils d'eau de baignade, donc, il y a un document de synthèse pour diffusion au public qui doit être fait, dont ils sont réalisés dans les Pyrénées-Atlantiques. Par contre, ils sont diffusés actuellement que sur les sites, plutôt des intercommunalités d'ailleurs, sur la côte basque, et ils seront diffusés sur un site européen dont on est en train de mettre en place le système informatique. Je pense que d'ici la fin de l'année ou d'ici la saison prochaine, ils seront publics sur le site internet que je vais vous citer à la fin de l'exposé. Alors, premier niveau de la surveillance, c'est l'autosurveillance. Alors, l'autosurveillance, c'est la personne responsable de l'eau de baignade qui a une obligation de surveillance en continu. Ça, c'est le principe. Le contenu, c'est à minima, et la réglementation ne fixe qu'un minima, c'est la surveillance visuelle réglementaire tous les jours. Donc il faut aller vérifier qu'il n'y a pas d'hydrocarbures, qu'il n'y a pas de problème. Bon, pour les plages qui n'ont pas je dirais, qui sont isolées, entre guillemets, donc loin de tout rejet, ça peut suffire. Ce n'est pas le cas en Pyrénées-Atlantiques. Donc c'est aussi la surveillance d'indicateurs de risque. Donc ça concerne la surveillance des systèmes d'assainissement, la surveillance des déversoirs d'orage, la surveillance de la pluviométrie, des mesures ou autres analyses. Et c'est pour certaines collectivités, notamment la côte basque est pionnière en la matière, c'est aussi
la gestion de systèmes de prédiction de la qualité des eaux de baignade. Aujourd'hui, il y a des modèles qui sont en train d'être expérimentés, bon, qui sont au-delà de l'expérimentation, puisqu'ils sont aujourd'hui opérationnels, qui, comme la météo, sont capables de vous prédire la qualité de l'eau à l'heure près de la journée. Ça, pour l'instant, ce sont des outils de décision pour la personne responsable, dont le maire ou l'adjoint délégué, qui décide d'ouvrir la plage le matin. Alors ces indicateurs, c'est le déclenchement des procédures, dont, en prévention pour réduire les sources de pollution, et non, ça c'est presque de la précaution, et pour protéger les usagers, et ça peut aller jusqu'à l'interdiction de baignade, c'est aujourd'hui ce qui est demandé à un responsable. Et dans toutes les situations, il y a une obligation d'information sur toute situation. Alors, les principes de cette gestion, c'est l'obligation de résultats de qualité, parce qu'on va le voir après en contrôle. Nous, quand on contrôle, nous, il faut un résultat. Le résultat, il est là ou il n'est pas là, autrement, ça peut être sanction. L'objectif, c'est la sécurité des baigneurs. Donc, avec les limites, elles ont été dites. Aujourd'hui, les activités nautiques autres que la baignade ne sont pas incluses dans le champ de la réglementation. Elles ne sont pas incluses parce que, comme l'a dit le docteur Guillaume Baruch, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de données scientifiques de relation cause-effet sur qualité des eaux de baignade et état de santé du surfeur, pour prendre l'activité surf, mais il n'y a pas que ça, il y a le kayak, enfin en eau douce aussi, il y a un tas d'activités, même si on suspecte qu'il puisse y avoir un lien, il y a beaucoup d'autres questions qui se posent en matière de santé publique qui aujourd'hui, sur lesquelles, à minima, on n'a pas de connaissance. Alors le contrôle sanitaire des eaux de baignade, il est organisé par l'Agence régionale de santé, dont le principe, c'est un contrôle qui est prévu à l'avance, donc ce n'est pas un contrôle qui va s'adapter en fonction de la météo, par exemple. C'est un calendrier qui est fixé à l'avance. Ces contrôles sont réalisés à date prévue, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse soleil. Alors ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a des fois, on va pouvoir contrôler une qualité d'eau alors que la plage est fermée, alors qu'on sait qu'elle est de mauvaise qualité, mais c'est des données qui sont collectées et qui sont ensuite gérées dans un deuxième temps, notamment pour le classement, je vais y revenir tout à l'heure. Donc ces résultats de contrôle, c'est ceux qui sont rapportés par l'État, la France, au niveau de la communauté européenne, et c'est ces résultats, et ces seuls résultats qui servent au classement de la qualité des eaux de baignade. Alors, les prélèvements et les analyses sont réalisés dans le cadre d'un marché public par un laboratoire agréé, dont sur la côte basque, c'est le laboratoire des Pyrénées-Landes qui réalise cette prestation dans le cadre d'un cahier des charges défini par l'ARS. La diffusion des résultats, dès que le laboratoire détient les résultats, c'est transmis à l'ARS qui interprète le résultat lui-même. Et avec cette conclusion sanitaire, ce résultat est diffusé d'abord à la personne responsable des eaux de baignade, ensuite au maire, enfin c'est en même temps tout ça, au maire et au préfet, et c'est mis en temps réel sur le site internet, notamment baignade.fr. Alors, comment sont interprétés les résultats d'analyse? Bon, très rapidement, les anciennes normes. Alors, anciennes normes, c'est celles qui étaient en vigueur jusqu'à la saison de l'année dernière, donc jusqu'en 2012. Donc, c'était des seuils, normes impératives, normes guides, qu'il ne fallait pas dépasser, ou sur lesquels il y avait une faible tolérance de dépassement qui était de 5%. En fonction du pourcentage de la conformité, il y a un classement de fin de saison qui était fait, que vous connaissez, qui était celui qui était affiché encore cette année, qui est A, bonne qualité, B, moyenne qualité, C, pouvant être pollué, et D, mauvaise qualité. C'est un classement qui était spécifique à la France, il n'était pas européen, à la différence du nouveau classement qui sera un classement européen. Alors le nouveau classement, dont vous avez retenu l'ancien classement, c'était un dépassement de seuil, c'est un pourcentage de conformité, un seuil, de chacun des résultats, de l'ensemble des résultats d'une saison, sur une seule saison. Là, on change de dimension. En fait, on va faire un classement statistique sur 4 années.
on va prendre les données de 4 années, dont l'année que l'on veut classer, plus les 3 années précédentes. On calcule une moyenne statistique. Bon, je vous fais grâce de la formule de calcul, bien que vous l'ayez, non, elle n'est pas là, qui est en fait un calcul en grandeur logarithmique, et on compare cette valeur statistique à des seuils. Et là, on définit 3 qualités, je dirais, conformes à la baignade, qui est excellente qualité, bonne qualité, qualité suffisante, et qualité insuffisante, dont la baignade doit être interdite à moins de mettre en place un plan de retour à la bonne qualité. L'objectif européen étant que toutes les baignades soient au moins de qualité suffisante en 2015. Alors ça, vous avez vu, c'est l'interprétation de 4 années de résultats. Par contre, depuis cette année, a été mis en place une nouvelle interprétation de chacun des résultats. Parce qu'on a besoin de savoir aussi, quand on ne va pas attendre 4 ans de savoir comment on va être classé. Donc on a besoin de savoir aussi, à l'instant donné, comment classer une qualité d'eau. Alors il y a quelque chose qui a fait grand débat, donc qui est tranché de la façon suivante en France, grand débat, parce que la directive européenne n'est pas précise sur le sujet. La directive européenne demande un niveau de qualité, dont la qualité moyenne, on peut imaginer que c'est un état moyen de qualité, mais elle demande autre chose, elle demande que les pollutions de courte durée soient aussi gérées. Pollutions de courte durée, c'est les pollutions qui durent moins de 72 heures. Par contre, elle ne définit pas ce qu'est une pollution de courte durée. Donc, il y a une tentative de définition au niveau français par notamment l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui est devenue depuis l'ANSES, donc qui définit des seuils de résultats d'une analyse individuelle pour dire que c'est de mauvaise qualité. C'est ces seuils qui sont retenus dans les profils de baignade dont j'ai parlé tout à l'heure par les communes pour gérer la qualité des eaux de baignade. On leur demande de ne pas dépasser ces seuils. Alors si je prends un Escherichia coli pour 100 millilitres, le seuil c'est 1000 aujourd'hui, il était de 2000 jusqu'à l'année dernière. Ensuite, les seuils de référence, dont il y a une transition qui a été faite entre les interprétations précédentes et les nouvelles interprétations, dont il y a 3 qualités définies, bonne qualité, moyenne qualité ou mauvaise qualité. Ça, c'est l'interprétation sur un résultat d'analyse. Donc, si je vais à la synthèse directement de la qualité des eaux, en 2012, toutes les eaux de la côte basque étaient conformes à la directive de 1976. Donc, toutes les eaux, soit de bonne qualité ou de qualité moyenne. En 2013, qu'en est-il? En 2013, c'est un classement qui est aujourd'hui provisoire, parce qu'on a intégré des résultats qui sont tombés encore en tout début de semaine. A priori, c'est les bons. Mais par contre, ils n'ont pas passé tous les échelons de validation, donc vous les prenez avec réserve. Donc, sur les 34 plages surveillées, 23 sont en excellente qualité sur la côte basque, 10 en bonne qualité, et il y en aurait une en qualité insuffisante, c'est Ouabia. Donc, très rapidement, Ouabia, c'est un point dur de la côte basque qui est connu depuis longtemps, qui a fait l'objet d'énormes investissements il y a 2 ans. Et ces nouveaux investissements n'impactent le résultat que sur les 2 dernières années. Je me suis amusé à faire le calcul, si on prend les résultats des 2 dernières années à la place des 2 années précédentes, on tiendra l'objectif en 2015 fixé par la directive européenne. Par contre, ces résultats, l'atteinte de ces résultats a entre guillemets, un prix. Un coût, c'est la fermeture préventive des plages. Donc, qui est une pratique dans les Pyrénées-Atlantiques, en côte basque, depuis, je le rappelle, 1999. L'idée, c'est laquelle? On sait que la qualité des eaux n'est pas de bonne qualité, on interdit la baignade, c'est-à-dire on informe les gens qu'il y a risque de se baigner. Donc, c'est pratiqué, assumé. Et je peux dire aussi que c'est une gestion qui est indispensable pour tenir les objectifs de qualité fixés par l'Europe. Par contre, 2013, on a vécu une année exceptionnelle. Moi, j'ai des données sur la surveillance de la qualité des eaux de baignade depuis 1978. C'est la pluviométrie la plus importante observée depuis.
Donc sur les 34 plages ont fermé entre une demi-journée et 26 jours. Dont la plupart au mois de juin. La plupart, non, mai-juin, parce que notre surveillance démarre le 15 mai. Sur les 56 jours, par exemple, de fermeture, il y en a 30 qui sont passés entre le 15 mai et le 22 juin. Un peu moins après, mais quand même de façon significative. Aujourd'hui, c'est plus d'un jour sur deux de fermeture où il y avait au moins une plage fermée sur la côte basque. Et au total, c'est 395 jours plage fermée, c'est le record depuis qu'on compte cela. Alors là, vous avez, de là à dire que toutes les plages étaient fermées, non. En bleu, c'est toutes les plages qui ont été ouvertes sur la saison entre le 15 mai et le 27 septembre. Et vous avez en grisé celles qui ont été fermées. Et avec le nombre de jours en abscisse. Si je mets la pluviométrie dessus, donc vous voyez que ça correspond aux périodes pluviométriques. Bon, ça, on le savait, on a un problème. Bon, Biarritz, c'est la station au bord de la mer où il tombe le plus d'eau en France. C'est quelque chose comme 1400 mm par an. Et sur cette période-là, 15 mai, 15 juin, de mémoire, il est tombé 400 mm, c'est-à-dire presque un tiers de l'année même c'est plus que ça, je crois. Puisqu'on a les pointes jaunes, là, c'est des jours à 100 mm. Hein. Sur l'information du public, alors là, il y a une directive européenne, c'est plutôt une instruction européenne qui va formater l'affichage de la qualité des eaux de baignade sur les plages. Bon, en 2013, ces panneaux étaient censés être obligatoires, mais il y a encore des discussions, notamment sur la taille, le format des bateaux, des panneaux, parce que bon, la volonté du ministère de la Santé serait que ces panneaux aient la même dimension à l'échelle nationale. C'est pas gagné. Donc ça, c'est ce qui était obligatoire cette année, et c'est ce qui devrait être obligatoire à partir de l'année prochaine. Donc vous voyez le même symbole en bleu, donc on peut se baigner, et avec le nombre d'étoiles pour la qualité des eaux de baignade conforme, et un tiret pour les eaux de baignade de qualité insuffisante. Alors en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que la qualité des eaux de baignade, c'est un défi permanent pour limiter les atteintes au milieu, pour gérer les risques résiduels, et c'est aussi un défi permanent parce que les exigences citoyennes en la matière se renforcent, et se renforcent par la traduction de réglementations toujours plus sévères. C'est un défi collectif, je crois que ça a été dit, qui concerne non seulement les gestionnaires, les pouvoirs publics à tous les niveaux jusqu'à l'échelle européenne, et qui associe largement le public et ses médias. Ces médias, pour moi, c'est les associations plus la presse, et j'aurais pu dire aussi les usagers. Alors, en matière d'information, pour en savoir plus, je vous cite 2 sites, dont baignade.santé.gouv.fr, où vous avez les résultats du contrôle des analyses de baignade en direct. C'est-à-dire, pour nous, ça se passe comme ça. On reçoit les résultats du laboratoire, dont on ne les reçoit pas par la poste, parce que ça va passer vite, dont on les reçoit par liaison informatique. C'est traité dans la demi-journée, c'est-à-dire dans les 3 heures qui suivent la réflexion. Et le soir, dans la nuit, pour des raisons de débit informatique, ça bascule sur le site internet, dont vous les avez le lendemain matin en ligne directe. Donc, je vous cite aussi le site internet de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine, où il y a une page sur les eaux de baignade, le renvoi sur le site national, mais vous avez surtout les rapports locaux qui sont édités sur la qualité des eaux de baignade. Je vous remercie. Je pense qu'il y avait des questions auxquelles je n'ai pas répondu, qui ont été évoquées ce matin. Je pense qu'elles vont arriver là, peut-être. Alors, merci beaucoup, Monsieur Noussitou. Je crois que c'est très important de remettre tout ce contexte, parce que si on n'a pas compris ça, on ne va rien comprendre. Alors, avant de passer le micro à d'autres personnes, moi, j'aurais une question. Pas une question piège, mais vous étudiez, vous faites des analyses de camp à camp sur... Je le rappelle. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, on démarre le 15 mai jusqu'au 30 septembre. Voilà.
J'ai la parole, j'ai envie de répondre à une question que vous avez posée sur les indicateurs. Alors, je voulais le dire en introduction et puis j'ai zappé. Alors, en matière de pollution bactériologique, il faut être humble. Je pense qu'aujourd'hui, scientifiquement, on ne connaît que très peu de choses sur les modes de contamination bactériologique. Et ça, on le sait depuis longtemps, et il y a depuis longtemps que des choix ont été faits. Donc les germes que l'on cherche là, j'y suis passé rapidement, Escherichia coli, entérocoques intestinaux, sont des germes banals. C'est des germes qui vivent naturellement dans l'intestin de l'homme, du monde animal d'une manière générale, enfin quelques animaux en plus de l'homme, ce qui nous pose d'ailleurs quelques problèmes d'interprétation. Alors ce qu'on mesure là, on ne mesure pas un effet pathogène. On mesure simplement un niveau de contamination du milieu à travers des indicateurs. Ensuite, l'épidémiologie nous dit que si cet indicateur dépasse un certain seuil, on a un excès de risque, et je reviens aux définitions de tout à l'heure, un excès de risque individuel sur certaines pathologies. De mémoire, mais je dis peut-être une bêtise, les niveaux de calage de la directive européenne des seuils aujourd'hui acceptent, en GEA par exemple, en gastro-entérite, un excès de risque individuel de 3%. Ça veut dire que quand on dépasse les seuils, on a 3% de gastro-entérite en plus, mais ça veut aussi dire qu'on a 97% qui ne sont pas liés à la qualité de l'eau. Donc en épidémiologie, il faut faire très attention. Je vais vous donner un autre exemple dans notre domaine, parce que c'est un sujet qui m'énerve de temps en temps. Je travaille aussi dans d'autres domaines sur la qualité des milieux, la qualité de l'air. La qualité de l'air, vous avez un gros débat aujourd'hui sur le diesel. J'entends dire le diesel est cancérigène. Le diesel, c'est lui qui a un énorme impact sur la santé humaine, notamment les 46 000 morts liés à la pollution urbaine qui sont aujourd'hui chiffrés dans le plan national santé et environnement. C'est faux de faire le raccourcir avec le diesel. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, le diesel, à la matière, bon, le cocktail de ce qu'on respire, c'est plus de 1000 molécules. Et je pense que personne n'est arrivé à les compter. On sait que certaines ont des impacts sur la santé, notamment les particules de diesel qu'on sait cancérigènes. Mais quand on utilise le diesel dans la mesure de la qualité de l'air, on s'en sert en tant qu'indicateur d'un type de pollution, et notamment de la pollution liée au moteur à explosion automobile. On mesure un effet sur la santé, ok. Mais si maintenant, par hypothèse, on change le diesel par des moteurs à essence, on aura quasiment le même effet. Et ça, on le sait déjà, parce qu'il y a des pays où il y a beaucoup moins de diesel et il y a autant d'effets sur la santé avec la pollution automobile. Donc, attention. Alors après, il y a un autre débat, la fiscalisation. Ça, c'est un autre débat, je n'y rentre pas. Mais en matière de santé publique, faites pas trop de raccourcis entre ce qui sert d'indicateur et un effet sur la santé. À un moment donné, l'indicateur est ça. Et si je reviens sur les particules, à un moment donné, la pollution particulière était celle de l'industrie. Aujourd'hui, elle a disparu. Depuis longtemps, la prépondérance, c'est le diesel. Elle se renverse un peu avec le chauffage au bois qui rentre dans les villes. Mais surtout, elle se modifie dans le diesel parce que les moteurs sont de plus en plus performants. Ce qui sort des moteurs est de plus en plus fin, à moins de poids, dont notre indicateur il change et il faut en permanence changer les équations qui nous permettent de calculer les effets sur la santé. Donc ça, c'était une parenthèse pour dire que là, c'est la même chose. On est avec des indicateurs de contamination. Donc pour en revenir à votre question sur les staphylocoques, je vous dis, ici, vous prenez dans la salle, 60%, 80%, entre 60 et 80% de ceux qui sont ici sont porteurs de staphylocoques. Donc quand on va dans la nature, qu'on se lâche un peu, et puis on les met dans la nature, pour nous, ils ne nous font rien, ils peuvent devenir pathogènes, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas forcément un bon indicateur. Voilà. Alors moi, la question que je voulais vous poser, je pense que beaucoup d'usagers se la posent, surtout à Biarritz, où on a des surfeurs, des baigneurs qui vont dans l'eau toute l'année. Est-ce qu'on pourrait concevoir en France, peut-être sur des zones particulières, des analyses à l'année? Parce que c'est vrai que c'est un peu choquant de se dire qu'on ne s'intéresse à la santé des gens qui vont dans l'eau qu'en période estivale. Bon, je trouve votre question pertinente. Moi, je me contente d'appliquer, si vous voulez, ce qu'est l'état des textes aujourd'hui, donc avec les conséquences, notamment en matière de gestion.
Et j'ai cru aussi comprendre que dans les débats, soit parlementaires, soit d'élaboration des directives européennes, là aussi il y a des grands débats, faut-il gérer, pas gérer? Je constate une chose, on n'est pas uniforme en Europe, simplement en se comparant avec de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté de la frontière, en matière de contrôle, ils font la même chose que nous. Par contre, ils se contentent simplement d'informer, ils n'interdisent pas la baignade. Bon, et ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui en débat, mais notamment judiciaire, au niveau de l'Europe, sur l'interprétation. Et je crois savoir que les populations de surfeurs ne veulent pas d'interdiction. Donc aujourd'hui, moi, pragmatique, si on veut tenir des qualités d'eau, au-delà de ce que serait une norme sur le surf, parce que vous l'avez très bien présenté, je pense que les risques ne sont pas les mêmes. Là, on avait des indicateurs. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'indicateur, les normes qu'on a utilisées, elles sont différentes. L'indicateur est différent en eau douce et en eau de mer. Vous l'avez compris, en eau de mer, ce n'est pas un milieu naturel pour Escherichia coli, donc il disparaît beaucoup plus vite qu'en eau douce. Et c'est pour ça qu'en eau douce, les seuils sont bien plus élevés que ça. Moi, oui, mais à mon poste, qui est celle de l'application d'une réglementation, je ne peux pas l'imposer. Donc, par contre, on participe, notamment avec Surfrider, financièrement, là, pour le coup, à des surveillances complémentaires hors période de baignade. Alors, juste une question en termes de calendrier. Vous nous avez dit que vous organisiez le contrôle selon un agenda bien particulier. Quelle est la fréquence et comment s'organise l'autocontrôle sur une station balnéaire comme la nôtre? Biarritz, là. Oui. C'est ça. Donc, les fréquences de contrôle, c'est 20. Ils sont calés sur la plupart des baignades sur 20 contrôles dans les 4 mois et demi. Donc, ça fait un contrôle avant le 1er juin, un contrôle par semaine, qui va jusqu'à 2 par semaine entre à peu près le 20 juillet et le 15 août. Donc ça, c'est pour la fréquence contrôle. Sur Biarritz, il y a des gens de Biarritz. Bon, je vais essayer de faire un début de réponse à la base. Donc, il y a un système dont Biarritz a un système de gestion de qualité. Je ne sais pas si vous étiez là hier, donc type Aquacert. C'est pas Aquacert, je crois, hein, c'est Calicert, non c'est Calicert. Ouais. Donc, un système de... C'est Aquacert. Aquacert. C'est Aquacert, bon, voilà. Donc, un système de gestion de qualité, c'est-à-dire une autorité au sein des services de la mairie, une autorité qui est à part, qui s'occupe que de qualité, dans le cadre d'un protocole, et qui suit la qualité. Et vous avez à côté les services gestionnaires classiques, dont gestionnaires classiques sont sur le pont les services d'assainissement, hein, sur une ville comme Biarritz, ça fait toute la côte basque, vous avez 400 000 personnes qui vivent sur le front de mer. Donc ça consomme de l'eau potable, ça produit des eaux usées et ça produit des eaux pluviales. Alors, donc ça se gère, parce qu'on sait que tout débordement a un impact sur la santé, a un impact sur la qualité des eaux de baignade, donc est susceptible de déclassement. Donc ça se gère, ça se surveille, et il y a des fois, il faut prendre des décisions de gestion. Là, j'ai vu un déversoir d'orage tout à l'heure, et je voulais revenir à un débat de ce matin, là, réseau unitaire, réseau pas unitaire. Moi, je n'ai pas de religion en matière, et avec un seul objectif, qualité des eaux à la sortie. Et je me rends compte que finalement, les meilleurs résultats sont ceux qui ont des réseaux unitaires, parce que les eaux pluviales aujourd'hui passent la plupart du temps dans des stations d'épuration. Par contre, ça a une limite, c'est qu'il y a des fois, plutôt qu'inonder les maisons, on préfère prendre des risques ailleurs. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. C'est pas normal de trouver des macro-déchets, même derrière un rejet de déversoir d'orage, il y a aujourd'hui des techniques qui permettent au moins d'enlever les macro-déchets. Voilà. Alors, je n'ai pas répondu parce qu'il n'y a pas de vraie vérité, quoi, et c'est lié à l'histoire. Alors je vais au bout, parce que j'avais vu dans les blogs, oui, il n'y a qu'à faire un réseau unitaire sur Biarritz. Ça peut être un débat de prochaines élections municipales. C'est faux, parce qu'à mon avis, qui que ce soit qui sera aux manettes n'aura pas le choix. Biarritz s'est construit il y a un peu plus d'un siècle. Dans les maisons, vous avez des systèmes unitaires. Donc ça voudrait dire mettre un unitaire, on fait le réseau et on reconstruit la ville autour. Bon, vous arrêtez de suite, quoi. Par contre, et ça c'est le problème qu'on a dans toutes les grandes villes, dans tous les grands quartiers. Alors autant les nouvelles villes, Anglet par exemple, qui est d'urbanisation relativement récente, c'est
en séparatif. Par contre, avec les limites que vous savez. Parce que le séparatif, il faut ensuite les moyens de tout surveiller. Bon, et aujourd'hui, on sait qu'en bactériaux notamment, la qualité des eaux de pluie sur les premières pluies est aussi polluée que les eaux usées. Donc aujourd'hui, on va très vite devoir traiter les eaux pluviales avec des systèmes qui ne sont pas du tout prévus pour. Et franchement, on ne sait pas comment ça va être possible, quoi. Donc, à un moment donné, je crois qu'on a à se positionner, et sociétalement peut-être, là, dans un débat public, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on se donne comme moyen de faire, et quels sont les risques résiduels qu'on accepte et comment on les gère. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vraie vérité, réseau unitaire, réseau séparatif, je crois quand même c'est très compliqué, on en parlera dans un siècle encore. Alors j'ai une question par ici. Bonjour monsieur, Marie-Thérèse Kroski-Delpi. J'interviens juste en termes d'usagers, lambda, des plages de la côte basque. Ne pensez-vous pas que pour répondre aux inquiétudes de la population, dont je fais partie, et sujet qui m'a particulièrement intriguée cet été, puisque je suis soignante de formation, aller ou ne pas aller à la plage, profiter de ses vacances en côte basque ou partir ailleurs au risque de trouver des terrains tout aussi pollués. Je vous remercie d'abord pour l'éclairage que vous nous avez apporté par rapport à la lisibilité des résultats qui sont affichés. Ne pensez-vous pas que le biais principal réside dans le fait que ces analyses et le calendrier de l'analyse soient non pas aléatoires, mais prévus de longue date, ce qui autorise certains... Je n'accuse personne, hein, mon propos est tout à fait neutre, je ne fais partie à ce jour d'aucune association, donc n'y voyez aucun ombrage, mais ce qui autorise parfois un affichage le 29 juillet, c'est un témoignage, de résultats qui me semblent juste supérieurs à la norme, selon les indicateurs que vous avez précisés, et qui permet de déverser le 4 août très sereinement, sans affichage, avant le 25. C'est juste un constat, monsieur. Merci pour votre intervention. Alors, quoi vous dire? Bon, l'obligation il y en a deux. La personne responsable des eaux de baignade et le maire. Non, en littoral, c'est le même. Hein. Il y a deux obligations. C'est afficher sur la plage, quand la plage est ouverte, et afficher en mairie. Bon, je vous avoue qu'on n'est pas tous les jours à aller vérifier que dès le lendemain qu'on a envoyé, si c'est affiché, pas affiché. Donc je ne sais pas de quoi vous me parlez là-dessus. Mais vous avez une autre issue. Je vous ai montré, je vous ai dit que nous, dès que c'est validé, même sur une plage fermée, le lendemain, vous l'avez sur Internet. Donc il suffit visiter baignade. Faites baignade, Google baignade, vous tombez dessus. Donc vous l'avez avec une carte, si vous ne connaissez pas les limites de communes, vous n'avez même pas besoin de connaître les limites de communes, ce qui arrive ici avec des touristes, vous cliquez dessus, vous avez la dernière analyse, vous l'avez de façon simple, rouge, je ne me rappelle pas le code de couleur, donc si vous ne voulez pas aller plus loin, et si vous voulez aller plus loin, vous avez même le résultat individuel, si vous êtes un peu chimiste ou un peu bactériologie. Bon, alors... Moi, je pense quand même que c'est de la mauvaise volonté de dire qu'il n'y a pas d'information là-dessus. Par contre, là où on n'est pas armé, ben, ça a été cité ce matin, c'est les débats qu'on peut avoir sur blog avec un surfeur qui a perdu un œil. Nous, on l'a cherché pendant 15 jours, parce qu'on a des systèmes de surveillance sanitaire qui font que quand quelque chose d'anormal se passe, s'il y a un pic, par exemple, de gastro-entérite, on l'observe. Bon, le surfeur qui avait perdu un œil, c'était quand même gros, on était interviewé, qu'est-ce que vous faites? Bon, voilà, c'est un peu ça la question, mais que fait l'ARS, quoi? On met 15 jours à collecter toutes les données, à les vérifier auprès de tous les systèmes hospitaliers, au-delà des systèmes de surveillance. Système de surveillance, on ne voyait rien. Mais ça, on ne s'en contente pas de dire non avec les systèmes de surveillance généraux. Voilà, bon, je crois qu'on est dans un débat de société, il faut raison garder. Nous, certainement qu'en communication, il faut qu'on évolue, il faut qu'on soit en capacité de répondre sur les blocs. Le faut-il pas, c'est pas à mon niveau. Bon, vous savez que maintenant, on est encadré avec services communication et tout ça, dans un objectif santé publique. Hein. Faut-il alimenter la rumeur, pas l'alimenter? Bon, voilà, quoi. Je crois que bon, c'est notre société qui est comme ça, qui veut des réponses immédiates, parfois des questions qui sont de fond.
Attendez, monsieur, je vais vous donner le micro. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut utiliser les données sur votre site sur une application du type Surface Against Sewage qui a été présentée ce matin? Est-ce qu'on peut les utiliser librement et les réutiliser sur une application sur smartphone ou Les données, dès qu'elles sont validées chez nous, elles sont publiques. D'accord. Donc vous en faites ce que vous voulez, à une condition, c'est de ne pas les déformer. Très bien. Voilà. Merci. Et je vais même plus loin, si vous en avez besoin, on est aussi capable de vous les donner dans des formats faciles à travailler, quoi. Parce que, bon, voilà. Mais bon, il y en a qui s'amusent. Surfrider avait fait les nouveaux classements européens avec des extractions, sauf qu'ils s'étaient trompés sur l'utilisation parce qu'ils n'avaient pas récupéré toutes les données, quoi. Voilà. Donc, si vous devez faire des exploitations... je dirais, moi, j'aimerais plutôt voir les protocoles éventuellement avant, quoi, hein, et je peux vous alerter sur les erreurs à ne pas faire, quoi. C'est toujours plus confortable que de venir derrière, aller expliquer que vous avez fait des erreurs, alors que c'est déjà dans tous les médias nationaux, quoi. Moi, je voudrais apporter un témoignage. Il se trouve que je travaille dans ces questions d'environnement. Ce que je peux dire, c'est que sur la côte basque, on est sans doute un des endroits en France et même en Europe où il y a le maximum de choses qui sont faites pour surveiller et prédire la qualité des eaux de baignade. Alors, je sais que ça détonne peut-être par rapport à ce qui est dit depuis ce matin, peut-être depuis hier, mais voilà, c'est un témoignage. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que bien évidemment, tout le monde est intéressé sur la côte basque, je vais parler d'économie, à ce qu'on ait une qualité d'eau bonne, très bonne. On connaît l'importance de la filière glisse sur l'économie locale. Je ne parle pas uniquement tourisme, mais je parle industrie. C'est plus d'1 milliard d'euros, hein, la filière glisse entre le sud des Landes et la côte basque. Donc la qualité des eaux de baignade, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'ensemble du monde économique local. Donc je pense, et c'est la raison pour laquelle, en fait, tout le monde a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de bêtises de raconter. Tout le monde a intérêt à ce qu'on ait des dispositifs absolument transparents sur la qualité des eaux de baignade. Plus de 250 millions d'euros ont été investis sur la côte basque en moins de 10 ans, sur les questions d'assainissement. Ce n'est pas une paille, c'est quelque chose d'important. On l'a vu, et c'est normal, et heureusement. On l'a vu, les dispositifs en termes de surveillance ont évolué et évoluent en fonction des directives. Je pense que jusqu'avec l'application de la directive de 1976, on pouvait à la fois travailler dans un système de contrôle que fait parfaitement l'ARS et dans un système de gestion active. Le système de gestion active, c'est pouvoir prédire en fait quelque part la qualité de l'eau le matin quand vous vous levez, c'est de savoir s'il y a un risque ou pas de pouvoir aller se baigner ou surfer sur telle ou telle plage. Sur la côte basque, en fait, aujourd'hui, on travaille sur ce thème et on est capable, on commence à amener maintenant des résultats sur l'ensemble de la côte, il n'y a pas qu'à Biarritz, mais on commence à avoir des dispositifs qui permettent, en fonction de la pluviométrie, en fonction de ce qui s'est passé à l'amont ou à l'aval du bassin versant, en fonction des déversements qu'il y a pu y avoir sur tel ou tel poste de refoulement ou de déversoir d'orage, on est capable de prévoir, et maintenant à la marée, c'est pour ça qu'il y a des changements parfois entre le matin et le soir, on est capable de prévoir une qualité d'eau. Alors évidemment, c'est des choses il y a des modèles qui prédisent, et puis après on va mesurer quand même pour savoir si ce qu'on a prédit est bon. Ce n'est pas des choses qui sont immédiates, ce n'est pas des choses qui se mettent en place du jour au lendemain, d'un été à l'autre, d'une année sur l'autre. Il faut un peu de temps. Mais c'est des choses qui sont absolument novatrices dans ce secteur-là. Et actuellement, il y a un groupe d'intérêt scientifique qui a été monté entre les chercheurs de l'université, l'UPPA, et les collectivités, le monde public et le monde privé, pour justement améliorer l'ensemble de ces modèles prédictifs, de telle façon qu'on soit capable de prévoir et d'annoncer et de communiquer sur une qualité d'eau, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, pour qu'on puisse en fait garantir sur l'ensemble de la côte basque
le fait tout simple de dire que si vous allez vous baigner, eh bien en fait la garantie de l'eau est garantie, la qualité de l'eau est garantie. Voilà. C'est quelque chose qui est extrêmement important sur l'aspect santé évidemment, mais sur l'aspect économique aussi. Merci pour votre intervention. On va prendre une dernière question. Oui, j'ai 3 petites questions, petites mais précises. Attendez, madame, il y avait une question avant vous. Je suis derrière vous. Merci. Alors, juste pour les paramètres testés, on voit qu'il y a 2 paramètres bactériaux. Et on sait que via l'influence de l'Adour, il y a quand même une certaine pollution industrielle, donc avec des paramètres physico-chimiques qui peuvent se retrouver dans les Sudlandes et la côte basque. Est-ce qu'il y a déjà une étude qui a été faite, sur l'impact que pouvaient avoir ces paramètres physico-chimiques sur la santé des baigneurs, et deuxièmement sur leur quantité et leur qualité sur nos plages? Bien, je vais élargir la question à celle des molécules chimiques, des produits chimiques. Donc aujourd'hui, dans ce qu'on sait, on n'a pas trouvé d'indicateurs pertinents de pollution chimique en liaison avec un effet santé sur la baignade. Par contre, je ne voudrais pas, je vais revenir peut-être parce que je me suis senti visé tout à l'heure par le docteur Pérez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de santé publique avec les produits chimiques. Et là, je suis d'accord, il y a beaucoup de questionnements. Les phtalates, j'ai vu que vous les avez mis dans les produits d'eau beauté maintenant, parce qu'il y en a, ils étaient dans la qualité des eaux de baignade. Les phtalates, c'est évident que tout ce qui est autour de la consommation de la plage. Bon, moi j'ai apprécié l'exposé aussi de l'ophtalmo tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres risques qui sont éminemment beaucoup plus importants en termes d'effet sur la santé que la simple qualité des eaux de baignade. Alors sur les produits chimiques, bien sûr, il y a des produits qu'on retrouve partout. Aujourd'hui, on les retrouve partout et dans tous les segments de l'environnement. Quand vous allez les mesurer dans l'eau de baignade, vous êtes au picogramme, mais vous êtes au milligramme dans la crème que vous mettez sur la peau. Donc s'il y a un problème, il est en amont. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur la baignade. Mais aujourd'hui, le risque principal sur la baignade, il est bien bactériaux, et j'assume là-dessus. Je parle en milieu ouvert. Hein. C'est différent en milieu fermé, ça a été évoqué hier. Parce qu'il y a d'autres indicateurs que les indicateurs d'environnement généraux qui interviennent, pas le cumul, dans des milieux fermés, notamment les piscines thalasso, et ainsi de suite, au thermalisme. Bon, donc ensuite, les données que l'on a en pollution chimique, on les a sur la bioaccumulation dans les chaînes alimentaires. Et notamment, aujourd'hui, il y a des arrêtés de restriction d'usage de la consommation de certains poissons, notamment des anguilles, sur le bas ado et sur une partie du gave de peau. Donc liés à la pollution chimique, qu'on n'associe pas forcément à de la pollution industrielle, parce que quand on mesure du mercure, par exemple, le mercure, dans les Pyrénées, il y est présent naturellement. C'est qu'un métal, le métal, l'homme ne fait que le déplacer, mais il est à l'origine sur l'écorce terrestre. C'est différent avec les produits fabriqués par l'homme, tels que les phtalates, les pesticides, ou là-dessus, notamment les pesticides rémanents. Bon, voilà. Une autre donnée, Riche aussi. Riche n'a pas introduit l'évaluation avant la mise sur le marché. Riche, ce qu'a introduit Riche surtout, c'est qu'une fois que c'est mis sur le marché, il y a obligation de surveillance et de réévaluer. Et c'était la grosse problématique qu'on avait avec les produits chimiques, c'est qu'ils étaient mis sur le marché et la connaissance s'arrêtait. Alors imaginez ce qu'on sait aujourd'hui en matière de toxicologie, notamment, bon, ça a été dit, les modèles toxicologiques aujourd'hui sont les mêmes, les approches notamment perturbateurs endocriniens par précaution, on sait que ça peut sauter des générations, il y a des choses comme ça, il y a des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui, et il faut en permanence réévaluer, re-questionner les produits chimiques. Ça a été très long de pondre la directive Riche, c'est en marche, et je pense que là aussi, ça sera, à mon avis, des grands terreaux d'amélioration de connaissances, et on sera peut-être amené à se reposer des questions en matière d'environnement à travers ces connaissances qu'apporteront. Et les molécules les plus inquiétantes, c'est les plus banales. Le paracétamol, on commence à en trouver dans l'eau potable. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors justement, je voudrais Mais au revenir picogramme. Excusez-moi, mais je crois que j'étais... Oui, madame, il y a un moment par rapport à mon intervention de tout à l'heure. Non, Oui, non. mais je suis désolée, j'attends aussi. Donc, je voulais savoir si on pouvait trouver votre carte intéressante de la page 13 sur Internet. Page 13. Voilà. Non, celle-là n'y est pas encore. Je l'ai faite. Oui, c'est ça. Celle-là, je l'ai faite exprès pour vous. Ah, d'accord. Mais vous l'aurez sur Internet fin d'année. Parce qu'elle est extraite d'un rapport que l'on publie chaque année, mais qu'on présente à une commission au CODERS qui est validée, enfin, qui a des échelons de validation, et c'est après saison, et on est moins pressé, je dirais, que pendant la saison. Par contre, celle-là, vous l'y avez. Elle est sur le site de l'ARS. Dans le rapport qualité des eaux de baignade en Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'il a été fait quelque chose à propos de la pollution des plages dont on a parlé? Est-ce qu'il a été fait quelque chose? Et ma dernière question, c'est, il y a une grosse usine métallurgique en bas de la Dour. Est-ce qu'on a vu un effet sur la pollution particulier? Alors, les pollutions dont vous parlez, ce sont les inondations de juin? Non, pas forcément. D'une manière générale, on sait que de temps en temps, l'usine métallurgique... Non, oui, d'accord, mais votre question précédente. Eh bien, la plage, oui, qu'est-ce qui est fait à l'heure actuelle? Est-ce qu'on remue Mais si, il y a un risque de pollution, la plage est fermée. Aujourd'hui, ce qu'on constate quand même, c'est que la moitié du temps, plus de la moitié du temps, c'est fermé par précaution. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de fermer. Donc ça veut dire quand même que c'est un geste qui est assumé, quoi. On ne veut pas faire prendre de risques à l'usager. Donc je vous ai donné le nombre de jours de fermeture, 56 jours où il y avait au moins une plage fermée, donc ça va de 1 à 34, hein. Non, c'est 32. Maximum 32 plages fermées dans une journée. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 plages sur la côte basque sur lesquelles on pouvait se baigner. Oui, mais on avait dit dans un exposé précédent que la qualité du sable, les enfants y tombaient malades par le sable. Alors, non, aujourd'hui, en approche collective, les seules choses qui sont faites en gestion, c'est le nettoyage des plages. Il y a eu une précision ce matin sur combien ça coûtait aux collectivités, qui sont organisées en syndicat intercommunal sur la partie, je dirais, côte basque. Dont ça c'est l'action collective, c'est surtout tranchant, contendant et tout ça, sur lesquels il y a des risques. Bon, ça a été dit, je crois, en termes de bobologie, mais c'est pas une bobologie neutre, hein, parce qu'elle n'est pas comptée malheureusement. Moi j'aimerais avoir des données là-dessus. Ensuite, je rajouterai, il y a eu une liste de conseils, alors de comportements individuels sur les lentilles. Je rajouterai une chose pour le sable, c'est la serviette. Votre serviette quotidienne propre. Là, à mon avis, vous évitez en matière de dermato, notamment beaucoup de contacts. Et vous évitez le contact. Notamment quand la plage est très fréquentée, où vous avez un bronzer au mètre carré, vous prenez la place de quelqu'un, il a laissé ses bouts de peau, ses bouts de crème, et ainsi de suite, quoi, hein, si vous n'avez pas votre serviette. Voilà. Donc moi, je voulais resituer la directive eau de baignade dans son ensemble, parce qu'en fait, c'est le petit bout de la lorgnette. Et elle est intégrée dans la directive cadre eau. Et cette directive cadre eau, elle demande la remise en bon état écologique des masses d'eau. Et le bon état écologique des masses d'eau, donc il y a le bon état des rivières, des berges qui ne sont pas enrochées mais qui sont filtrantes, et considérer aussi toute la pollution chimique. Et donc en fait, si on reprend l'historique au début de l'Europe, une des premières choses mises en place, c'est les normes eau de baignade. Et il y avait plusieurs dizaines de paramètres qui étaient listés. Et en fait, on se rend compte qu'on va vers une réduction jusqu'à ces 2 malheureuses bactéries qui, pour nous, sont insuffisantes. Et surtout, qui conduisent certains, et c'est quand on monte ces déversoirs sur la plage, je trouve qu'au moins c'est des gens qui ont l'honnêteté de montrer leurs insuffisances. Et ce genre de paramètres, ces 2 bactéries qui représentent la pollution fécale, en fait, ça justifie de faire des émissaires en mer et de pousser la pollution juste au-delà des normes eau de baignade. Et alors, je voulais vous poser une question que me posent souvent mes patients, puisqu'on a parlé donc de modèles très surveillés. Mes patients me disent,
je ne comprends pas. Nous, on nous dit qu'il faut aller se baigner tôt le matin, c'est-à-dire qu'ils y vont vers 9h. La baignade n'est pas surveillée, rien n'est affiché. Quand le maître nageur arrive à 11h, on dresse le drapeau rouge. Et là, maintenant, à 14h, on le baisse et tout le monde peut se baigner. Donc, c'est une question qu'on me pose. Comment ça marche ? Bon, je vais essayer de deviner les questions quand même, parce que vous avez fait beaucoup de constats là. Alors, sur les directives européennes cadres, il y en a deux, la cadre eau, donc qui est plutôt eau douce, et la cadre mer, ça ne s'appelle pas comme ça, mer. Bon, c'est vrai que dans le cadre de ces deux directives, la pollution chimique est regardée en détail, et notamment à travers des états des lieux. Donc, ce n'était pas mon propos. Il y a d'autres dispositifs européens. Et là, je pense, bon, ça a été dit à travers des exposés scientifiques ce matin, Ifremer, enfin, même le Muséum d'histoire naturelle en a un peu parlé. Donc, c'est le début, à mon avis, d'une démarche objective et scientifique de connaissance. Donc, il y a des états des lieux qui sont faits. Alors, je n'y participe pas à travers des analyses. Par contre, Ifremer est acteur. Enfin, il y a d'autres acteurs dans la salle. Donc, vous avez raison. Et on aura, à mon avis, l'angle d'attaque de la pollution chimique, elle est par celle-là. Et il y a d'autres directives. Vous avez les directives, vous avez parlé de substances prioritaires. C'est une directive européenne. C'est qui dit, le principe, c'est il y a 80 substances dont on n'a pas besoin. Premier temps, on va aller voir est-ce qu'elles sont présentes. Je ne dirais pas la réponse est elles sont présentes partout, mais elles sont très présentes, je vais le dire comme ça, parce que je n'ai pas les données synthétiques, donc je pourrais dire une bêtise. Donc à partir de là, vous avez des plans d'action qui sont conduits, et surtout, donc, ça a démarré les grosses industries, ça a démarré les grosses collectivités, on est sur les hôpitaux maintenant, on est avec de vrais questionnements. Et là, plus par précaution d'ailleurs, ou par des données qu'on a plus d'ailleurs sur l'environnement que sur l'homme, là-dessus, où vous avez des plans d'action. Et à mon avis, on n'est qu'au début. Et vous avez le croisement avec Reach. Bon, là-dessus. Par contre, du coup, j'ai oublié votre deuxième constatation. Oui, l'heure de baignade. L'heure de baignade, il m'étonnerait qu'un élu vous ait dit, un élu qui est responsable, vous ait dit à un de vos patients, allez vous baigner avant l'ouverture des baignades. Parce que le principal risque, ce n'est pas la qualité des eaux, mais c'est le risque de noyade. Sur le plan sanitaire, tiens, ça me permet une parenthèse. Le principal effet sanitaire des eaux de baignade, 1, la noyade, 400 morts ou quelque chose comme ça par an, ça va entre 200 et 500 par an. 2, le cancer, le mélanome. Donc ça a été dit, j'ai bien, ce matin, ça a été bien exprimé avec les UV et tout ça. La baignade, je vous ai dit, si on est de mauvaise qualité, plus 2 à 3% de gastro-entérite, qui est une maladie banale, qu'on a 36 000 raisons d'attraper, autre que par la qualité des eaux de baignade. Par contre, moi, je ne le discute pas, c'est une exigence citoyenne. Et je dis quelque chose, je vais ajouter quelque chose d'autre. Je vais ajouter deux choses, quand même, une un peu provocatrice. La première, pas provocatrice, c'est les niveaux de normes où on est, puisqu'on est avec du vocabulaire, on n'est pas un risque zéro. C'est pas un risque zéro, on peut mieux faire. Et moi, je suis sûr que derrière nous, il y aura une génération qui aura encore des exigences supérieures, qui baissera les normes encore. Parce qu'aujourd'hui, pour certains, 2-3% de plus de gastro-entérite, c'est inacceptable. Par contre, le pouvoir politique, parce que la norme, à un moment donné, elle est politique, c'est le choix qu'ont fait les États ensemble, c'est de dire, bon, voilà. Et puis, il y a aussi peut-être, est-ce que c'est atteignable ou pas atteignable, derrière ça. La deuxième chose provocatrice, ça a été dit ce matin, mais de façon très soft, le principal risque des eaux de baignade, quand même, quand la baignade est ouverte, c'est le baigneur lui-même. Moi, je suis capable de vous calculer les litres, les mètres cubes d'urine qui vont être débordés quand je mets 3000 baigneurs dans la plage en même temps. Et je ne vous parle pas des matières fécales, des enfants qui ne sont pas réglés jusqu'à 2 ans. Quoi. Et des incontinents, on peut poursuivre. Voilà. Donc, ça veut dire que l'indicateur qu'on utilise, vous savez, quand on fait le contrôle de la plage à 3h30 ou 4h, comme on le fait maintenant, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est la qualité de l'eau qu'on a amenée là, ou est-ce que c'est l'eau telle que nous la rendent les baigneurs en fin de journée? C'est une vraie question. Si vous me permettez un compliment, Monsieur Noucitou, en réponse à la question de Karine Dubourg, l'autosurveillance à Biarritz, c'est quotidienne. Mais plus encore, comme le disait très justement Bernard Gourgan, c'est pas une analyse ponctuelle qui nous importe, c'est vraiment tout l'aspect prédictif. Et donc, Biarritz et d'autres collectivités dans le Pays Basque sont précurseurs en le domaine. Ça fait de nombreuses années qu'ils y travaillent.
et ont élaboré des modèles de prédiction sur lesquels nous avons comme données d'entrée à la fois le fonctionnement des réseaux d'assainissement, puisque c'est un vrai facteur de risque, mais aussi les ruisseaux, l'Adour, tout un tas d'informations. Et ce qui me permet de vous apporter l'élément de réponse, pourquoi parfois on peut avoir un drapeau qui évolue à Biarritz sur la plage, donc outre la dangerosité du plan d'eau, si c'est lié à la bactériologie, c'est exactement pour ça. On peut par exemple le matin avoir une analyse sur un prélèvement fait à 5h du matin où la qualité est très bonne. Pour autant, les modèles nous montrent qu'en fonction des données météo qui ont été intégrées, il va y avoir un rejet des cours d'eau ou quoi que ce soit. On sait où le panache va se déplacer, etc. Et on est amené à avoir du coup des décisions ponctuelles par rapport à ça. Enfin, j'apporterai une dernière information par rapport aux déversoirs d'orage qui effectivement nous heurtent tous. Comme le disait très justement Michel Loussitou, nous avons un réseau d'assainissement qui est bien particulier à Biarritz, un réseau unitaire qui est historique. Le réseau séparatif n'est pas la panacée puisque je vous rappelle que toutes les eaux pluviales sont rejetées directement dans le milieu. Donc toutes ces eaux ont récupéré tout notre ruissellement, nos gaz d'échappement, etc. Donc voilà, les envoyer directement dans le milieu naturel, c'est un vrai problème. Donc avantage du réseau unitaire du Biarritz, c'est qu'effectivement ces eaux vont passer en station d'épuration. Ce qu'il se passe, c'est que quand l'événement pluvieux est très important, et Dieu sait que ça arrive à Biarritz, on le voit, les réseaux d'assainissement sont en surcharge. Heureusement, depuis une dizaine d'années, ont été construits des bassins d'orage de 10 000 mètres cubes chacun au niveau du casino. Peut-être que ce n'est pas assez, peut-être que c'est encore insuffisant et pour autant ce sont des sacrés ouvrages. L'avantage, c'est qu'ils vont récupérer les premières eaux de pluie qui sont les plus chargées, qui vont récupérer les déjections fécales des animaux, nos gaz d'échappement, etc. Et donc quand il y a un déversement dans le milieu, ça veut dire que les bassins d'orage sont à saturation et là, le réseau d'assainissement qui ne peut plus contenir ces eaux est obligé de se rejeter. Donc ça reste une eau qui est chargée, mais bien moins chargée qu'elle ne pourrait l'être. Donc voilà, je tenais à valoriser quand même, malgré tout ce qui s'est dit, nous sommes quand même dans des collectivités qui ont beaucoup investi, qui s'y intéressent encore beaucoup.